Mardi 8 décembre, midi, bonjour, 8 novembre, excusez-moi, bonjour, bienvenue à la notif des sportifs midi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a un bon show avec des invités que vous n'avez pas encore vus. J'espère que vous allez bien les aimer. Ils font partie de mon équipe NDS. Je les avais nommés plus tôt cette année. Maintenant, vous allez les voir. J'ai bien hâte de vous les présenter. Mais avant, comme d'habitude, on va parler de À la Coupe. Plusieurs articles sur À la Coupe sont sortis depuis mardi passé. Il y en a beaucoup qui ont attiré mon attention. Je vais vous nommer ceux-là qui m'ont attiré le plus, dont l'article sur Jordan Dumais de Gabriel Saint-Pierre. Jordan Dumais fait tourner les têtes. On se souvient, Gab, elle est une spécialiste LHJMQ. Jordan Dumais est un excellent choix au repêchage d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est les Blue Jackets, si je ne me trompe pas. Jordan Dumais est une puissance en ce moment dans la LHJMQ. Allez voir l'article de Gabriel qui en parle en fond en comble de ce joueur des Moussets d'Halifax. Nous avons aussi l'article de Guillaume Dalpé, toujours dans la LHJMQ, sur l'état des forces, dans ce qu'on appelle dans le jargon un bon vieux power ranking des équipes de la LHJMQ. Guillaume écrit ça en détail, c'est très bien. Pour les gens qui connaissent moins ça, allez voir ça, allez lire ça. Pour vrai, c'est un bijou. Sinon, il y a l'article de Phil Sands sur la brigade défensive des Sénateurs, qui est encore une fois un gros problème cette année. Les additions ont souvent été en attaque du côté des Sénateurs, mais du côté de la défense, on a encore beaucoup de misère du côté de l'équipe ontarienne. Allez voir l'article de Phil Sands qui en parle sur le fait que c'est une énorme problématique. Et pour finir, l'entrevue réalisée par Yves Lantier avec Drapeau et Fils Collection, la troisième partie de 4. Allez voir ça. Ça relate sur l'une des plus grandes collections des Canadiens de Montréal au Québec. L'article numéro 1, c'était sur les années 50 à 70. L'article numéro 2, des années 70 à 90. Et l'article numéro 3, maintenant disponible, est sur les années 90 à 2010. Allez voir ça, pour vrai, c'est toujours un petit bijou. Quelle belle entrevue faite de la part de Yves Lantier. Et en parlant de Yves, ne ratez pas le prochain épisode ce jeudi 10 novembre du podcast À la Coupe. Comme d'habitude, ne ratez pas ça. Excellent show de la part de Yves et de ses acolytes. Et de notre côté, on plonge dans nos manchettes pour m'aider. Mon premier collaborateur va venir nous parler de Mitchell Miller. Il est une recrue sur l'équipe de NDS. Henri Babin est avec nous. Henri, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Ben oui. Alors aujourd'hui, Henri, on a un énorme show. Mais tout d'abord, en quelques mots, avant que j'appelle notre deuxième collabo, comment tu trouves ça, l'effet NDS midi? C'est parfait, c'est tout ce qu'on rêvait un peu chez NDS de propulser sur une nouvelle plateforme aussi, avec une nouvelle dynamique. C'est très, très, très inspirant, puis j'ai hâte de voir ça dans le futur. Parfait. Hey, merci beaucoup. Pour le deuxième invité, il est un vieux de la vieille dans l'équipe d'NDS. J'appelle maintenant Cédric Rostojac. Ced, comment ça va? Ça va super bien. Vous autres, les boys, comment ça va? Ça va Très bien. super. La question que j'ai posée à Henri, je vais te la poser aussi. Ced, t'es un vieux de la vieille. En quelques mots rapides, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle plateforme qui est NDS Midi en collaboration avec la Coupe? Ben, tu sais, pour vrai, c'est mon premier podcast. Fait que je vais, tu sais, après le show, je vais pouvoir mieux te répondre, mais pour vrai, je sens que ça va vraiment nous amener à un autre point. Puis moi, je pense que ça peut que être du positif pour notre équipe d'NDS Et pour l'équipe à la Coupe. aussi. Alors, maintenant, messieurs, on se lance dans le gros show. Henri, tu commences ça fort. Parle-nous de Mitchell Miller et des Bruins de Boston. Avec grand plaisir, Loric. Mitchell Miner, un nom qui parcourt beaucoup, beaucoup, beaucoup les médias sociaux ces derniers jours. Juste un petit round-up pour Mitchell Miner. C'est drafté 111e au 4e round de 2020 par l'Arizona et ça n'a pas été très long avant qu'il se retrouve agent libre, relâché pour justement la sortie publique de gros incidents. Ces incidents qui ont eu lieu à l'âge qu'il avait 14 ans. Mitchell Miller, dans l'État de l'Ohio où il a grandi, c'est de l'intimidation envers un Afro-Américain souffrant de troubles du développement. C'est très grave. C'est très, très grave, on le sait tous. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Dans la vie, il a payé aussi pour ses torts. Il a été jugé coupable dans la cour mineure, juvénile plutôt, pardon, en Ohio en 2016.
Et c'est pas seulement de l'intimidation, c'est aussi, entre autres, des insultes racistes, faire manger des bonbons trempés dans le riz noir aux jeunes. Et c'est aussi de nombreuses répétitions de ces actes qui sont vraiment pas, vraiment pas demandés, mais surtout vraiment pas acceptables aujourd'hui dans notre société. Et après ça, après cet événement que ça avait sorti public, s'était excusé aux 31 équipes de l'époque, en 2020, de la Ligue nationale, mais jamais d'excuses envers la famille de la victime. Et ça, c'est Wow. quelque chose qui est assez marquant. Tu fais une erreur aussi grosse, tu veux payer pour tes torts, tu as été jugé en cours, tu as été coupable en cours juvénile, tu as payé un peu pour ton prix niveau légal, mais tu peux même pas t'excuser à la famille que tu as fait ça parce que tu le sais que ça va rester ton nom va rester gravé avec cet incident-là tout le long de ta carrière. C'est fini. C'est déjà quelque chose qui reste étiqueté à toi et tu n'es même pas capable d'aller t'excuser. Tu prouves aucun remords envers la famille. Ah, c'est C'est affreux. très grave. C'est très, très grave. Et justement, vu qu'il n'y avait aucun remords, mais ça a créé une très mauvaise réputation, ce qui a amené à son départ de l'Arizona, qui a été très, très, très rapide. Aussi, bon, dernièrement, ce qui fait parler de lui, encore une fois, c'est pas son départ d'Arizona, mais c'est sa signature avec les Bruins de Boston. Euh, Encore une fois, ça a pas laissé place à des petites jasettes de bureau. Ça a vraiment été énorme comme scandale. On en a parlé Exact. énormément. J'ai vu ça partout, tous les réseaux sociaux. Vous êtes moindrement sur Twitter, ça a été bombardé sur le fil de l'actualité. Euh, Bizarre de move par Boston, très bizarre de move. J'approuve pas et ils ont leur raison de faire et on va voir, je vais en parler dans pas très longtemps, ça n'a pas duré longtemps non plus. Vraiment pas. Euh, mais Boston le signe et là, c'est une tournure d'événements qui arrive un après l'autre. Les joueurs sont en désaccord. Quand ton capitaine dit Hmm. qu'il n'est pas en accord avec la décision, ça en dit long. Ça en dit long. Patrice Bergeron a sorti des commentaires sur justement la signature qui n'était pas d'accord. Nick Foligno, qui est un vétéran aussi avec du leadership, il était capitaine à Columbus pendant plusieurs années, a sorti publiquement qu'il n'était pas d'accord. Ton équipe est au sommet en ce moment. Elle a connu un début de saison extrêmement positif. Ouais. Et tu fais ce genre de move-là qui s'en vient jouer dans la tête de tous les gars de ton équipe. J'ai hâte de voir si ça va avoir une répercussion sur l'équipe. J'ai très hâte de voir. Ça en a eu une partout dans la Ligue nationale. On sait que même Gary Bettman déplore la signature de Mitchell Miller. Même Cam, de mémoire, c'est bien Cam Neely, le DG des Bruins, qui dit qu'il regrette d'avoir signé Mitchell Miller une fois le contrat racheté. Ça fait un tollé. Puis on va voir où est-ce que cette saga, si elle prend vraiment fin aujourd'hui, mardi, ou si elle va continuer encore un peu. Selon moi, ça va continuer. Je trouve ça très intéressant que tu apportes le propos de Gary Bettman parce que justement, autour de ça, les Bruins n'auraient pas consulté la Ligue nationale pour avoir signé Ouais. Miller. Alors, il y avait un petit désaccord déjà au début, on n'était pas certain. Et l'Association des joueurs de la Ligue nationale a sorti public qu'ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas éligibles à signer. Alors, tout le monde est un peu en désaccord. On ne sait tout pas. Il y a plein de cordes qui ne se lient pas entre les autres. La NHL et la Player Association n'est pas sur le même terme. C'est assez spécial. C'est On aurait bizarre. pu développer de quoi d'un petit peu plus solide Et. pour Ah, justement, vas-y. c'est ça, on aurait pu développer de quoi un petit peu plus solide pour avoir un entourage Mhm. autour de ça. Et pour finir sur le cas de Miller, son agent dit que Miller aurait suivi des cours psychologiques, un peu comme on voit avec certains joueurs qui s'en vont faire pas des formations, mais des retraites un peu primitives pour juste régler des problèmes. On a eu Price avec la consommation d'alcool. Il y a Ouais. Alexandre Texier, justement, en ce moment, qui prend une année sabbatique de la NHL pour un peu retourner proche de sa famille, vu qu'il y a eu des défunts récemment. Et Jakub Vrana qui est allé dans le oui, système oui, aussi d'aide aux joueurs. exactement. Et le programme mentionné, que l'agent de Miller a mentionné que Miller a fait partie, a désapprouvé que Miller avait fait partie du programme. Tout Wow! va mal en ce moment du côté de Miller. Il y a rien qui marche, il n'y a rien qui concorde et j'ai hâte de voir justement c'est quoi la suite qui va arriver pour moi. Puis il y Mais a tu sais, même des moi, choses. Puis il y a même des choses qui ont sorti comme quoi il a fait des excuses à la victime par Instagram. Ouais. Récemment en plus. C'est pas. Récemment. Ça fait longtemps que c'est arrivé. C'est affreux. Seb, je pense que tu avais un mot à dire là-dessus.
Ouais, ben, tu sais, moi, la seule affaire que, tu sais, moi, je suis, de mon opinion, je me dis, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Oui, il y a des erreurs qui sont plus graves que d'autres, mais je l'excuse pas, là, c'est pas ça que je dis. Ok, Mais ok. tout ça pour dire que le gars fait une erreur aussi, aussi grosse que ça, puis en plus, il s'aide même pas. Aussi, ouais, c'est Tu sais, vrai. moi, c'est ça que j'en reviens pas. C'est que de un, tu fais une erreur comme ça, puis de deux, tu fais rien pour essayer de te racheter, puis pour juste, tu sais, comme que ça soit moins pire que ça en a l'air, entre guillemets, là, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas acceptable, là, c'est pas ça que je dis, mais juste, au moins, arrange-toi pour que. Comme Logan Mayou, maintenant, exemple. En fait, je parle pas de la situation qui est similaire, tout ça, mais je parle du fait que Logan Mayou s'est pris en main. C'est ça ton point. Là. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quelque chose, la saga Mitchell Miller. On voit où est-ce que ça amène. Moi, je crois qu'on n'en a pas fini d'en parler, comme j'ai dit tantôt. Mais continuons. C'est une bien meilleure nouvelle dans le monde de la LNH. Alex Ovechkin devient le joueur avec le plus de buts avec une seule et même équipe. C'est hallucinant. Pour vrai, là, je pensais jamais qu'un joueur de l'ère moderne. Parce que, selon moi, Ovi, c'est encore un joueur de l'ère moderne, mais je pensais jamais que ça arriverait de un. Puis, tu sais, on le connaît, Ovi, là, tu sais. Il y en a scoré des buts, puis il y en a tout le temps à son Ovi spot aux oreilles en power play. Mais pour vrai, c'est juste exceptionnel. Ce gars-là, c'est juste une machine de hockey. Puis, pour vrai, moi, je suis très content pour lui. Il le mérite. Il a eu sa Coupe Stanley. Fait que là, il est correct. Là, il y a le record pour le plus de buts. Le prochain, c'est le record de Gretzky. C'est ça. Le prochain, c'est le record Gretzky. Pour les avides de statistiques, il rejoint, il top maintenant les joueurs comme Joe Sakic qui en a marqué 625 avec l'Avalanche et les Nordiques. Steve Eisenman avec 692 du côté des Red Wings. Il top aussi Mario Lemieux qui en a marqué 690 du côté des Pingouins. Et il bat le record de Gordie Howe qui en a marqué 786. Ovechkin en a maintenant 787 et on est à quoi 12 matchs du début de la saison. À peu près. Donc on s'entend que le record va se faire très longtemps en plus avec son contrat qu'il a fait perdurer chez les Capitals de Washington. Le record va être bien battu là, pour le plus de buts Ben, que la même équipe. ben, c'est ça. Moi, j'ai une sous-question à ça. Est-ce que vous pensez, parlant de Ovechkin, qu'il va le battre le record pour le plus de buts de Wayne Gretzky? Wow! Ben, selon moi, il n'y a même pas besoin de le battre pour être le meilleur marqueur de tous les temps. Parce que selon moi, il l'est. Mais s'il continue comme ça, il pourrait. Il pourrait. Moi, j'y vais Bon, avec un oui, mais à comme 75%. C'est sûr que c'est difficile de prédire avec les possibles blessures et l'âge Exact. aussi. Aujourd'hui, la Ligue nationale n'a jamais été autant rapide depuis sa création et le jeu n'a jamais été autant serré aussi. Il faut d'ailleurs que c'est une très belle prouesse de sa part de juste s'être rendu là dans une Ligue nationale aussi compliquée à, à vraiment battre des records à ce point-là. Je lui souhaite, honnêtement, je lui souhaite qu'il est le meilleur. Oh oui. Mais c'est difficile à voir à quel point ça pourrait être battu dans un hockey comme aujourd'hui et voyant le fait qu'il peut juste gagner de l'âge avec le temps. Mais je lui souhaite à 100%. parce Ah, que moi aussi. moi, ce que je me dis, c'est que, tu sais, toute sa carrière, le, je te dirais 50% de ses buts, c'était tout le temps à la même place, au même spot. Fait que je me dis, Ça rentre tout le temps pareil. puis je me dis, tu sais, les goalers, ils savent, sont habitués, puis ils réussissent quand même à scorer. Fait que pourquoi, mettons, le gars, même à 40 ans en powerplay, il pourrait pas rien que rester aux oreilles puis attendre la pause, tu sais? Il a fait Oui, ça puis toute ça, sa ça carrière. marche. Ben, c'est ça. Moi, je pense sincèrement qu'il va le battre. Je pense, puis j'espère sincèrement qu'il va le battre. Ah, j'espère. C'est C'est un joueur qui le mérite. Là. vraiment, pour vrai, là. Puis si on continue dans les nouvelles, les gars, je sais pas si vous l'avez vu passer. Josh Anderson, suspendu 2 matchs sur son coup contre Pietrangelo. Coup extrêmement vicieux et dangereux. Bon, les mauvaises langues vont dire que Pietrangelo était en perte d'équilibre. Il ne l'était pas. Il était en plein contrôle, selon moi, sur ses patins. Josh Anderson a fait un coup aucunement mérité à Pietrangelo. 2 matchs, je le trouve chanceux. Ouais, vraiment. Pour Vraiment. moi, 2 matchs, je le trouve très chanceux. On parle quand même d'une mise en échec qui envoie, Henri, tu me confirmeras si j'ai tort, le menton, entre autres, sur le banc des joueurs.
c'est assez violent. Moi, je trouve qu'il y a 2 matchs, il a été chanceux de s'en sortir. Moi, c'était un minimum 5. Là. Un peu comme Farah Pacioretty, là. C'est à peu près dans le même. Ben, non, Shara Pacioretty, c'était quand même un autre niveau. C'était volontaire. Pacioretty, il était allé à l'hôpital, tout ça. Pietrangelo s'en est sorti indemne. Une Non, chance. non, je sais, mais tu sais, je parle, mettons, la mise en échec ressemble un peu à celle de. Ouais, Tu il sais, a coté sa bande. Ouais, ça y ressemble un peu, mais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça y ressemble un peu. bon. Mais selon moi, ça Effectivement, méritait 5 matchs. Henri, je sais pas ce que tu en penses de ça. j'ai vu la vidéo et bon, c'est vrai, on voit un peu Pietrangelo tourner de bord à la dernière minute. Est-ce qu'il est en perte d'équilibre? Moi non plus, je pense pas. Je pense qu'il est assez solide sur ses patins pour rester debout. C'est une position où bon, il aurait peut-être pas été dos complètement face à Josh Anderson s'il avait continué son élan, mais écoute, ça fait partie du jeu. Il tourne de bord, il tourne de bord. Faut gager ça. La vitesse du jeu fait en sorte que Josh Anderson, elle a à pleine vitesse et a pas freiné. Disons il s'est lâché l'os un peu sur Il s'est Pietrangelo. gâté. Ouais, j'ai vu la tête à la fin, un peu comme tu dis, le RIC, le menton semble toucher à la bande. Et je suis content que pour Pietrangelo que ça va mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça aurait pu être. Euh, Effectivement, ça peut être très, très dommage pour la carrière de Pietrangelo si ça avait été une blessure plus à long terme. Euh, 5 matchs, ça serait possible. 2 matchs, c'est aussi le minimum. Je pense qu'on aurait pu donner Ouais, à ouais. Anderson. Et je veux justement peut-être faire une pause par rapport à ça. Dans les mêmes temps, Tkachuk a pogné une suspension aussi de 2 matchs Ouais. pour le coup qu'il a donné à Jonathan Quick. Et je veux aussi savoir un peu votre avis sur le même nombre de matchs pour 2 situations carrément différentes. Ça dépend vraiment. En plus, Kachuk, moi, je pense qu'il mérite plus parce que c'est un récidiviste. Mhm. On sait que Ouais. c'est vraiment pas ses premières suspensions. Selon moi, Kachuk méritait plus dû à sa réputation. Je crois que c'était pour le bâton dans l'œil, hein? C'est-tu le bâton Ouais. dans l'œil, c'est vraiment la mêlée générale? C'est le bâton dans l'œil qui est arrivé vers la fin de la troisième période. Les émotions sont là complets. On perd d'un but du côté des Panthers. Le gardien est retiré, tout va bien. Mais après un sifflet, c'est pas censé être quelque Non, chose qui Vraiment arrive. pas. On le voit, il le regarde pas et il donne un coup de bâton où ce que la palette s'en va dans les grillages du casse à quick, où ce que l'intention était de pogner les yeux, dans le fond. Là. Il y a rien qui est là pour donner un ton à la partie. C'est pas un plaquage qui aurait pu être mal contrôlé, quoi que ce soit. On a l'intention de blesser chez Kachuk. Et c'est pour ça que moi aussi, je pense que ça mérite plus que 2 matchs. C'est pas une suspension où c'est un plaquage qui arrive vite, ça se passe dans le moment. Euh, Ça finit mal un peu. Kachuk est zéro remords là-dessus non plus. Comme tu dis, Loric, on est habitué à ce genre de jeu-là de la part de Kachuk. Et Exact. c'est pour ça que je pense que ça mériterait plus que 2 matchs là, pour un coup qui visait à blesser aux yeux, qui peut être fatal pour un gardien. Ouais. Exact. Surtout que moi, je me dis, tu sais, si Anderson, que selon, tu sais, s'il a fait exprès ou pas, rendu là, tu sais, c'est pas ça la question, mais je me dis, tu sais, surtout que lui et Anderson qui ont le même nombre de matchs de suspension, mais que Kachuk, on le sait que c'était intentionnel, puis comme le Rick a dit, c'est un habitué. C'est un habitué qui a une réputation comme ça, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que juste pour ça, il devrait avoir plus de matchs. Juste pour ça. Puis là, il y Ouais. a d'autres, il doit avoir plein d'autres raisons ou voyons, comment je peux bien dire ça? De raisons qu'on pourrait dire pour qu'il y ait plus de matchs. Désolé. Exact. Puis si on continue, je vais avancer dans les nouvelles parce qu'on a quand même beaucoup de sujets. Euh, on va y aller en termes flash info. C'est sorti sur TVA Sports hier, lundi. Le siège de DJ Smith à Ottawa commence à chauffer tranquillement. Pierre Dorion dit que pour l'instant, DJ Smith est son entraîneur, mais dans les 10 prochains matchs, ce sera un pivot dans la décision. Il n'a pas été plus loin. Selon nous, c'est vraiment le coach qui serait en jeu. DJ Smith a fait un beau plan pour développer les joueurs. Il fait avec ce qu'il y a. La défense est catastrophique du côté d'Ottawa. Il n'y a jamais eu beaucoup d'augmentation ou de meilleurs joueurs qui sont arrivés. Savoir du côté d'Ottawa, c'est un roman. C'est pas un roman. Le roman est à Toronto, l'autre bord de la rivière. Mais à Ottawa, ça commence à chauffer. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va. Je crois que vous aussi, messieurs, vous avez bien hâte de voir qui va se faire congédier entre DJ Smith et Sheldon Keefe en premier. Mhm. Et
pour finir, les 3 étoiles de la semaine sont sorties, messieurs. Jason Robertson a été la première avec 4 buts, 4 passes. Suivi de Nathan McKinnon avec 7 mentions d'aide dans 2 matchs face au pauvre Blue Jackets Henry. Quoi? Il aurait pu se forcer un peu. Oh, il aurait pu en faire plus. Fait un petit shout-out à Sam aussi dans l'effectif à la Coupe, qui lui aussi est un fan de Columbus. Il doit pas avoir aimé ce qu'il a vu. Et pour finir, messieurs, notre prochain sujet, Erik Karlsson. 4 buts et 4 passes en 3 matchs, dont un tour du chapeau. Ça nous amène à notre sujet de la journée en dehors du Canadien. Erik Karlsson, qui s'attendait à ça? Le prochain match des Sharks est ce jeudi, le jour même du podcast à la Coupe de Yves Lantier. Allez voir ça. Le petit placement. Mais Erik Karlsson, début de saison légendaire, prochain match des Sharks est jeudi. Et en ce moment même, 19 points, 4e meilleur pointeur de la Ligue nationale, 10 buts, 9 passes. Les gars, vous en pensez quoi, ce début de saison-là fulgurant? Est-ce la résurrection d'Erik Karlsson? Moi, je suis très, très, très content pour Erik Karlsson. C'est le Erik Karlsson de son prime à Ottawa qu'on est en train de voir. Oui. Et ça me fait réjouir parce que ça prouve, ça allège un peu le gros contrat qui vient en arrière. C'est ce qu'on attendait quand on l'a signé. C'est ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve ça très beau parce que c'est quelqu'un qui est un excellent joueur de hockey, un excellent défenseur offensif. Et je trouvais ça triste un peu de le voir à la dérive de même avec tant d'années à gros salaire pour les Sharks. Et juste personnellement, je trouve que c'est un très bel effort de sa part pour avoir bounce back, comme on dit, dans le jeu. Ça, toi, t'en penses quoi de ce début de saison-là d'Erik Karlsson? Ben, fulgurant de 1, puis de 2, moi je pense pas que je dirais peut-être pas que c'est la résurrection, je pense qu'elle va durer cette saison. Moi je pense que cette saison, je pense qu'il va avoir une excellente saison. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'ombre de Brent Burns. Oh, Oli avait amené ce point-là sur une ancienne vidéo. Tu partages la même chose? Oui, 100%. Parce que pour moi, Erik Karlsson est arrivé à San Jose après Brent Burns. Fait que depuis le début, ça a tout le temps été Brent Burns, le défenseur étoile, leur défenseur qui faisait le plus confiance. Puis là, moi, je me dis maintenant, Brent Burns étant plus là, Karlsson doit se prouver. Il doit prouver qu'il mérite son salaire et qu'il est un défenseur encore étoile dans la Ligue nationale. Et moi, je pense que c'est exactement ça qu'il fait et qu'il va faire, du moins je l'espère, toute la saison. Ben oui, j'ai les stats devant mes yeux sur Erik Karlsson depuis qu'il est aux Sharks. La première saison 2018-2019, 45 points, 53 matchs, suivi de 40 points en 56 matchs. En 52 matchs en 2020-2021, il a fait 22 points, sa pire saison à San Jose. En 2021-2022, la saison dernière, 35 points en 50 matchs. Regardez ça, je trouve qu'on a été un petit peu dur. Puis là, en ce moment, 19 points en 14 matchs. Je trouve qu'on a été un petit peu dur à l'endroit de Karlsson. Produit beaucoup plus que ce que je me souvenais. Mais c'est sûr que ça n'explique pas, son contrat de 1,5 million si on recule en arrière. Et aussi, ça explique peut-être Brent Burns en est la chose que Ced a mis la main dessus. Peut-être que Brent Burns était la raison pourquoi Erik Karlsson produit moins. Je suis en accord sans l'être, mais je suis en accord. C'est un point valide. Henri, t'en penses quoi de ce propos-là? C'est très, très, très intéressant parce que j'avais pas sondé d'ailleurs. Mais c'est deux défenseurs avec un style qui se ressemble un peu. C'est des défenseurs qu'on veut voir marquer, voir produire des points. Et bon, Brent Burns, ces dernières années, était plus de premier plan. Là, en Caroline, c'est une question. Mais c'est un très bon point parce que peut-être que Karlsson a plus de liberté, un peu de jeu que quand Burns était avec lui. Alors, je suis très, très, très d'accord avec Cédric. C'est un très bon point. Et selon toi, Erik Karlsson, est-ce seulement une résurrection de une saison ou plus qu'une saison? Dans le fond, cette année ou seulement, ou ça va continuer du côté du numéro 65? Ben, ça va dépendre de son état de santé, c'est certain. Des fois, une blessure peut ralentir une carrière, mais si son état de santé reste le même et sa progression de jeu reste aussi bonne qu'en ce moment, je ne verrais pas pourquoi ça finirait.
Burns ne reviendra pas à San Jose l'année prochaine, à moins qu'on découvre un autre problème qui peut mettre Carlson dans l'embarras. Je pense que tant et aussi longtemps qu'on lui donne un rôle de défenseur de premier rôle, tout va bien aller pour lui. Puis en plus, avec la nouvelle direction, nouvel entraîneur, peut-être c'était une question de système aussi qui ne marchait pas. Dans le cas d'Eric Carlson, j'ai bien de voir si ça va continuer. J'espère pour lui que ça va continuer. Pour l'instant, il vaut complètement chaque monnaie, chaque dollar de son contrat. J'ai bien hâte de voir où ça va amener. Messieurs, maintenant, Canadiens de Montréal, gros sujet aujourd'hui. Après ça, on fait l'après-match de ce soir face aux Red Wings à 7h. Ne ratez pas le match. Ced, on va commencer par toi. Qu'est-ce que le CH doit faire avec le surplus d'attaquants? On a eu une réponse hier avec Rem Petlik qui est allé au balotage. Ouais. Est-ce que, selon toi, c'était la solution à faire ou c'était une autre chose? Ben, selon moi, c'était la solution à faire, mais je pense qu'on n'a pas pris le bon joueur pour faire ça. OK. Selon, mon goût à moi, Rem Pitlick, depuis son arrivée à Montréal, je le trouve bon quand même. Tu sais, Ouais. je trouve qu'il joue quand même bien. Tu sais, c'est pas le gars qui produit le plus, mais tu sais, tout ça pour dire que j'aime mieux Rem Pitlick sur une quatrième ligne que Evgeny Dadonov. Tout ça Je pour suis d'accord dire. là-dessus. Puis moi, c'est juste. Tu sais, Rem Pitlick, cette saison, a pas vraiment eu sa chance plus que ça. Puis, je sais pas si on se souvient de l'an dernier, quand il est arrivé avec le CH, il a quand même. Ses 10-12 premiers matchs étaient quand même très solides, là. Oui. Tu sais, il avait quand même joué 10-12 matchs très solides. Puis le reste de la saison, oui, ça s'était estompé un peu. Mais selon moi, Rem Pitlick reste un atout de troisième, quatrième ligne quand même, quand même assez important. Ouais. Oui, selon moi, le Kent Hughes et Jeff Gorton ont voulu y aller plus avec l'expérience en gardant, mettons, Dadonov. Le Dadonov, c'est le seul exemple que j'ai, là. Mais moi, je pense quand même que Rem Pitlick n'a pas été assez, n'a pas eu assez sa chance. Et surtout, je pense qu'il méritait de jouer et il ne méritait pas d'être mis au balotage. Parfait. Toi, Henri, t'en penses quoi de cette situation-là? Je pense que c'est un move de production. Là. Rem Pitlick, 7 matchs, 0 points. C'est un super de bon joueur de hockey, mais c'est un move de production. D'après moi, là, c'est juste qu'on cherche à faire jouer ceux qui vont produire et il y avait une décision à prendre. C'est toujours des décisions, des fois, qui peuvent être difficiles. Là, quand c'est d'envoyer un gars au balotage, c'est jamais quelqu'un que tu veux perdre. D'après moi, le Canadien ne veut pas le donner à qui que ce soit. Juste qu'on doit procéder de cette façon-là, comme toutes les équipes nationales le font. Mais moi, ce que je trouve avec le surplus de joueurs, c'est qu'on a certains joueurs qui sont un peu pareils ou qu'on attend un peu les mêmes attentes et que les personnes réussissent à les atteindre. On parle d'Adonov, justement, qui est supposé être quelqu'un qui fait des points, qu'on le voit sur le scoreboard, c'est 0 points en 8 matchs. Et on parle aussi de Mike Hoffman, qui c'est 2 points en 10 matchs. C'est un autre joueur qu'on s'attend à ce que ça mette des rondelles dans le filet, comme on dit. Exact. Mais justement, c'est beaucoup de liés gauche et droite qu'il faut aligner sur 4 trios différents et des fois, ça peut être un casse-tête un peu pour la direction du Canadien, à savoir on y va-tu avec l'expérience, le talent, la jeunesse ou l'agressivité du jeu et tout, comme on arrange ça. Et c'est Rem Pitlick qui a dû payer le prix pour cette fois-ci. Et ça m'étonne qu'aucun de vous deux a nommé la troisième pièce, qui est le souffle-douleur des Canadiens, Jonathan Drouin. Dans le cas de Rem Pitlick, moi, c'est un joueur que je voulais garder. C'est un joueur qui démontrait pourtant des belles choses, qui, selon moi, joue mieux que Dadonov, Mike Hoffman et Drouin. Les trois Ouais. combinés. Rem Pitlick est meilleur qu'eux autres pour l'instant. 100% d'accord. C'est quoi, t'as dit ça? J'ai dit 100% d'accord. OK. Donc, pour l'instant, selon moi, c'est vraiment un move pour valoriser, exemple, Dadonov, Hoffman ou Drouin, pour pouvoir les échanger. Parce que de l'autre bord, je comprends que tu ne peux pas mettre 4-5 millions au balotage. Aucune équipe le veut. C'est clair, net, précis. Aucune équipe les veut au montant complet. Soit dit en passant, qu'est-ce qui est à faire? Est-ce que pour vous, c'est une question de temps avant qu'un de ces trois-là se ramasse au balotage aussi?
ou c'est clairement un départ par transaction ou par agent libre qu'un de ces trois-là, ou voire ces trois-là, vont s'en aller de l'équipe. Parce que pour Ben, l'instant, ça ne produit pas. Tout le monde réclame leur tête. ben, tu vois, moi, je pense, Dadonov, on va le perdre agent libre. Moi, je pense. OK. Mais Hoffman et ou Drouin, moi, ce que je ferais personnellement, je les ferais, j'essayerais en tout cas de les faire produire le plus possible, les mettre en avantage numérique, les mettre deuxième ligne. Anyway, c'est pas une saison qu'on est prétendant à la Coupe Stanley. On a rien à perdre cette saison-là. Tu sais, Exact. on s'attend tous de finir dans les bas-fonds. Fait que je me dis, pourquoi, tu sais, oui, c'est sûr que ces joueurs-là méritent peut-être pas de jouer sur la deuxième première ligne, mais je me dis, si tu veux avoir un bon atout en retour, tu dois essayer le plus possible qu'ils produisent. Puis je me dis, une équipe prétendant aux séries, je me dis, un gars comme Drouin Hoffman, ok, certes, défensivement, c'est absolument exécrable, mais je me dis, dans une autre équipe, un autre noyau, un autre système de jeu avec d'autres joueurs, peut-être que ça pourrait faire quelque chose en série. Tu sais. Effectivement. Toi, Henri, t'en penses quoi de Drouin, Dadonov, Hoffman, leur départ, ça arrive, t'en penses quoi de ça? Mais c'est tous des joueurs que je mettrais un peu dans le même panier. Comme j'ai dit tantôt, c'est des gars qui produisent pas ce qu'on s'attendrait à ce qu'ils produisent et que ça peut être une bonne idée de les voir produire pour augmenter leur valeur. C'est sûr que ça pourrait être plus intéressant au niveau du marché des transactions si on réussit à faire augmenter leur valeur. Est-ce que je pense qu'ils vont réussir? J'en suis pas certain. C'est beaucoup plus difficile avec des gars comme Dadonov et Hoffman qui sont un petit peu plus âgés. Oui, c'est des gars d'expérience, mais Hoffman, c'est pas le gars qui va aller finir ses plaqués dans le fond de la zone en série non plus. Et pour Drouin, ben, est-ce qu'on peut retrouver le Drouin d'avant? On le sait pas. C'était un peu le même cas avec Max Domi quand il avait été échangé. On se disait, quand il a été échangé à Columbus, qu'il va retrouver son pace de 72 points. Ça n'a pas été le cas. Avec Chicago, bon, je souhaite le meilleur, mais on verra ce que ça va donner. Euh, mais c'est ça. Drouin, est-ce qu'il est trop vieux pour une deuxième chance? Est-ce qu'il est encore capable de retrouver ce qu'il donnait avant? Peut-être pour ça qu'on le garde en ce moment pour lui donner plus de chance. Mais justement, je leur souhaite de faire des points pour avoir une valeur marchande un petit peu plus intéressante. Sinon, d'après moi, ça va être un balotage qui va être un peu comme un Carl Larsner une couple d'années. Ça reste soit au Rocket ou soit un contrat de rachat. Puis toi, Henri, tu sais, Columbus, un petit Dadonov, Hoffman, Drouin, ça te tente-tu? Ou... Écoute, on a un peu le même problème que le Canadien en ce moment où on est overload d'alliés. Surtout avec la jeunesse qui arrive, je trouve ça triste de pas pouvoir voir des prouesses de Kirill Marchenko en ce moment qui est égalité dans le top 5 des meilleurs scoreurs de la HL en ce moment avec Cleveland, qui est un très très bon attaquant. On a tellement d'alliés que même avec Texier, l'autre bord de la mer, on a quand même toujours trop d'alliés. Fait que je pense pas qu'on va être une destination pour un joueur de plus d'expérience à ce The! niveau-là, mais même avec le cap salarial, je pense que ce serait plus un mauvais move, disons. Ouais. Autant un mauvais move salarial que pour l'équipe en qualité. Euh, Ouais. si on continue, il y avait des rumeurs qui avaient lié des talks, comment dire, des pourparlers préliminaires entre Kent Hughes et le DG des Capitals en lien avec un attaquant. C'était le fameux trio souffle-douleur composé de Mike Hoffman, Dadonov et Drouin, qui était lié à Washington. Mais ces rumeurs se sont très refroidies quand les Caps ont pris Nicolas Aubé-Kubel au balotage. Mhm. Ça démontre que c'est des joueurs qui sont très remplaçables malgré leur nom qu'ils ont dans la ligue. Tu sais, Dadonov, c'est quand même pas mauvais sur papier. Un Drouin, sur papier, c'est quand même. C'est pas un gars de quatrième ligne théoriquement. Pour l'instant, c'en est un. Mais tu sais, sur papier, c'est des beaux noms. Mais la preuve qu'un gars comme Nicolas Aubé-Kubel, pour les Capitals, a plus de valeur à leurs yeux, ça fait mal pour le Canadien dans des négociations, je trouve. Ben, vraiment, tu sais, puis, tu sais, moi, je pense que la seule affaire, tu sais, ce qu'Henri disait, que est-ce que Drouin est trop vieux pour avoir une deuxième chance? Moi, ça, je pense pas. Moi, je pense que ça leur prend juste un changement de dynamique, changement de système. Puis moi, je suis pas mal sûr que. En tout cas, je parle pour Drouin plus, là. Moi, je pense que Ouais. Drouin, dans un autre système de jeu, peut vraiment genre, redémarrer la machine. Toi, Mais Henri, c'est tu es aussi d'accord avec le point que ça?
Effectivement, oui. On a vu Carlson qui a son âge, qui est déjà plus un vétéran dans la Ligue nationale. N'importe quand, ça peut arriver que tu te reprennes une production. Je suis certain qu'avec peut-être un changement de dynamique, Drouin pourrait revenir à ce qu'il est capable de faire, mais il y a eu beaucoup d'opportunités à date avec des changements de dynamique différents. Il y a eu beaucoup de coachs aussi différents depuis le temps qu'il était avec Montréal. Et ça n'a pas nécessairement tout le temps fonctionné. Mais je lui souhaite, c'est dans une autre équipe que ça va être le cas. C'est peut-être le fait que c'est Montréal en tant que Québécois qui peut être des fois plus difficile un peu pour les joueurs. Niveau médias, surtout que Drouin, personnellement, il y en a eu plus difficile aussi ces dernières années. Mais pour revenir un peu aussi au fait qu'une équipe qui est aspirante aux séries éliminatoires pourrait venir chercher un de ces joueurs-là, mais je pense que le côté salarial, ça va être la raison principale pour que ce serait peut-être pas un deal qui va être fait. Une équipe comme Washington qui peut aller chercher au BQBL qui est au minimum, je pense, salaire, Ouais. autour de 700 000 est-ce que ça va valoir plus la peine sur un cap salarial qu'un gars qui a toujours pas de points national qui gagne 4,5 par année? C'est là que tu te compares un peu niveau énergie, points, production, salaire. Qu'est-ce qui vaut le plus la peine? Puis je pense pas que les joueurs du Canadien disponibles dans le trio que vous avez nommé soient au top de la liste. Puis, j'ai entendu parler d'opportunités dans ton discours. Ça donne l'opportunité à Juraj Slafkovský de jouer. Hein? Ce soir, ce sera son 10e match. Ça lui enlève une année dans son contrat recru. Canadien qui affronte quand même les Red Wings, une belle machine dans la conférence de l'Est, surtout dans la division atlantique. Quelques stats pour vous, messieurs, avant de parler des Red Wings. Les Red Wings en ce moment sont en 7-3-2. Ils ont moyenne de buts autour de 3 buts par match. Bon, pour le 19e rang de la Ligue nationale de hockey. En termes de buts alloués, ils sont 12e avec 2,92. En avantage numérique, ils sont 18e à 20,5%. Et du côté des avantages numériques, 82,1%. On sent que, c'est pas une équipe excellente, mais on est loin d'une équipe de bas fond non plus. Là. Les Red Wings sont une belle machine, on pourrait dire. Il y a de quoi qui se passe à Détroit. Là. Oui, effectivement, et avec les acquisitions qu'on a faites aussi cet été, on s'attendait un petit peu à une progression de Détroit comparé aux dernières saisons. On est allé chercher Perron notamment. Bon, on a perdu Vrana pour le programme d'aide envers les joueurs, mais on s'attendait justement à une meilleure année avec les Moritz Seider qui commencent à vieillir un petit peu, bon, comparé à un an de l'année passée. Mais on s'attendait à mieux. Et les gardiens, ça performe très bien. Le Husso, là, c'est 5-1-1 avec 1,86 de moyenne et 0,941 de pourcentage d'arrêt. C'est des très bonnes statistiques. Déjà 2 blanchissages à seulement 7 parties jouées. C'est quelque chose. C'est très, très bon. Surtout avantages numériques, des avantages numériques un peu comme tu as mentionné, Loric. On n'est pas dans le top 5, mais on n'est pas dans le moins top 5 non plus. Alors, c'est pas laid là, pour Détroit. Là, il faudra que le Canadien travaille fort. Exact. Puis du côté des points, Dylan Larkin est le meneur. Ça, on s'en attendait. 6 buts, 9 passes. Premier dans les deux catégories avec 15 points. Deuxième rang, même stats, 6 buts, 9 passes. On trouve un Dominique Kubalik. C'est justement le point qu'on a amené Dominique Kubalik un début de saison en tout cas exceptionnel. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Moi, personnellement, je m'attendais à une belle production, mais pas à ce point-là. Du côté de Kubalik, les Blackhawks, on se souvient, ils l'ont laissé partir par agent libre. Puis pourtant, c'était un de leurs bons joueurs, leur seul bon joueur qui s'y trouvait l'année passée. Bon, il avait connu une baisse de régime en termes de production. On s'entend qu'il se débrouillait bien. Là, mieux entouré, ça paraît qu'un Kubalik, il joue très bien. Ben oui. Puis tu sais, surtout Kubalik, on le sait, c'est un gars qui peut scorer 30 buts. Là. Oui, il l'a déjà prouvé. Il l'a déjà prouvé. Puis moi, je pense que aussi avec Dylan Larkin, je pense que ça peut devenir un duo quand même assez redoutable. Fait que j'ai vraiment hâte de voir au fil de la saison si leur production va continuer comme ça ou s'il va y avoir une baisse de régime, comme tu as dit. Exact. Puis pour finir, du côté des jeunes joueurs des Wings, Lucas Raymond a 4 buts, 2 passes en 12 matchs. Encore une fois, moi, tant que tu es sur ton contrat recru, moi, je vois ça comme ça. J'ai pas d'attente dans ton cas. Genre, j'en ai vraiment pas. Fait moi, l'impression que 6 points en 12 matchs, c'est un point aux 2 matchs. Moi, pour une recrue, c'est parfait. C'est quand même une belle production. Dans le cas de Moritz Seider, gagnant du trophée Calder l'année passée, 5 passes en 12 matchs.
Une belle production pour un défenseur pour l'instant. Encore une fois, contrat recru. Je ne m'attends pas à d'excellentes choses. Oui, par contre, c'est le gagnant du Calder. C'est sûr que j'ai beaucoup plus d'attentes. Pour l'instant, un début de saison peut-être plus lent. On espère, dans son cas, il va se reprendre. De savoir du côté des Red Wings, du côté des Canadiens, nos beaux Montréalais qui jouent ce soir, 2,83 buts marqués par match, bon pour le 24e rang dans la Ligue nationale de hockey. Wow, j'ai de la misère à prononcer. 3,33 buts alloués par match, bon pour le 22e rang. En avantage numérique, ça va beaucoup mieux qu'en début de saison. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. 15,2% d'avantage numérique, bon pour le 27e rang. C'est déjà mieux que le 32e. Pour finir, en désavantage numérique, 77,5%. Bon, pour le 17e rang. Les gars, pour vous, si vous êtes Martin Saint-Louis, comment vous envisagez le match en ce moment qui s'en approche? J'envisage ça avec un plan d'intensité. Faut repousser, donner aussi l'énergie que le Canadien est capable de donner à chaque match. Ça va être c'est pas les Canadiens cette année, c'est pas le genre d'équipe qu'on va pouvoir se permettre d'avoir 20-22 shots au filet, gagner 5-2 une partie. C'est vraiment, il faudra pousser, il faudra donner de l'effort, il faudra que justement la jeunesse brille. Et j'ai pas nécessairement de prédiction, mais je m'attends à ce que avoir un bon effort du Canadien. Toi, ça t'attend quoi de la part de coach Saint-Louis? Ben, pas mal la même affaire qu'Henri a dit, pour vrai, parce que c'était à peu près ça mon point. Mais moi, je m'attends surtout, évidemment, à une bonne partie de Suzuki, Caulfield, qui, depuis le début de la saison, je pense qu'il nous le prouve quand même assez. Mais Oui. sinon, moi, ce que j'aimerais voir, que je trouve qui est pas nécessairement, qui arrive pas nécessairement souvent, je trouve Juraj Slafkovský, j'aimerais ça le voir un peu plus agressif, avec un peu plus de hargne. OK. Tu sais, vraiment qu'il nous montre que ça y tente de jouer. Tu sais. Parce que je trouve que à certains moments, c'est pas nécessairement. Tout le monde le dit, il est gros, il est grand, il va d'un coin, ci pis ça. Mais j'ai l'impression qu'on voit pas ça nécessairement tout le temps. Tu sais. Alors que OK. son rôle principal, c'est ça. Tu sais. Ouais, mais c'est un point que je rejoins. Selon moi, c'est une question d'adaptation Ouais, ben oui, c'est ça. pour le Slovaque, mais il joue déjà beaucoup mieux en ce moment qu'en début de saison. Je vais Ouais. m'attarder sur le point Slavkovski après. Juste parler du premier trio du Canadien, les gars. Dak, Caulfield, Suzuki. J'ai des statistiques sous les yeux. À ses 12 derniers matchs, Cole Caulfield, 8 buts, 6 passes. À ses 12 derniers matchs, Nick Suzuki, 8 buts, 7 passes. Et à ses 12 derniers matchs, Kirby Dach, 2 buts, 8 passes. C'est un trio infernal, mais malheureusement, du côté du Canadien, c'est ça le trio qui roule. Ouais. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on change pas de formule gagnante, là. C'est un trio qui est pas touché, même si je pense que ce serait une mauvaise idée d'essayer de répartir les forces en descendant un ou deux joueurs sur d'autres trios pour essayer de faire produire les autres. C'est à chaque trio vraiment de trouver son tempo un peu. Je pense que les cartes sont brossées un peu en bas de ce trio-là. Moi, je dis qu'on y touche pas, on laisse aller et on garde la production à un bon rythme. Et on va s'attarder sur la question de Juraj Slavkovski avant de se laisser, messieurs, vite, vite. Selon vous, avec le balotage de Petlik, on a parlé tantôt en long et en large de Mike Hoffman, Drouin et d'Adonov. Est-ce que, selon vous, Juraj Slavkovski mérite une promotion sur un trio depuis le match contre les Blues de Saint-Louis? Ouais. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Slavkovski a pas eu un bon camp d'entraînement, a pas eu un bon match pré-saison, n'a pas nécessairement eu un bon début de saison, je parle dans les 5-6 premières parties. Mais je trouve qu'il s'est vraiment rattrapé et il nous a prouvé que il peut, dans le futur, être un joueur quand même assez qui a de l'impact. Puis même aujourd'hui, c'est un joueur qui joue quand même bien. Il, il fait il laisse pas personne prendre sa place. Puis moi, je pense qu'avec les 6-7 derniers matchs qu'il vient de jouer, moi, je pense que ça coûterait quoi de l'essayer sur un trio plus haut. Je suis d'accord. Toi, Henri, t'en penses quoi de Juraj? Un peu du même côté de Cédric, comme il a mentionné aussi plus tôt, c'est pas la saison de la Coupe cette année, fait que c'est le temps d'essayer, c'est le temps de montrer du temps de glace aux jeunes, et au pire, ça marche pas, on redescend le trio pour un meilleur temps d'adaptation. Je vois pas pourquoi on n'essayerait pas de monter. Et pour finir, les gars, avant de se laisser,
Petite prédiction vite sur le match de ce soir. Vous attendez à quel pointage qui en sort gagnant? Et pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Qui marque un but? Pour une des deux équipes, pour les deux. Allez-y, Seb. Vite, pointage. Moi, je dis 4-3 Montréal en prolongation. Kirby Dack, 2 buts. Wow! OK. Wow, OK, j'attendais pas à ça. Henri? Moi, je dis 4-2 Détroit avec un filet désert et soirée de 2 points pour Dylan Larkin. OK. Moi, j'y vais avec un 3-2 prolongation pour les Red Wings avec un point, un but, plus précisément, un but de la part de Lucas Raymond. Messieurs, merci pour le show. C'était un plaisir de vous avoir. Et avant de se quitter, le prochain podcast, ce jeudi 10 novembre, animé par Yves Lantier. Ratez pas ça, tout le monde. Nous aussi, on va pas rater ça. Nous recevons Amélia Mégoyeux-Saint-Onge à 20h sur le podcast À la Coupe. Amélia travaille comme journaliste chez Tout sur le hockey. Elle possède son podcast et couvre aussi le Rocket de Laval. C'est un rendez-vous pour nous. On se revoit le mardi prochain. Et pour eux qui veulent écouter le prochain podcast, c'est un rendez-vous jeudi 10 novembre. Sur ce, salut tout le monde. Passez une excellente journée.